Cube Radio. On les critique, on les juge, on dissèque leurs faits et gestes. Mais qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens? Loin du débat partisan, au-dessus de la mêlée, je vous offre de les découvrir pour essayer de les comprendre. Emmanuel présente Christine Saint-Pierre. Nous sommes presque au coin de où j'ai récupéré ma voiture hier. dans la saga Emmanuel. Dans la saga Emmanuel et l'automobile. Oui. Où s'en va-t-on, ma chère Emmanuel? Nous allons au 1600 Henri Bourassa Ouest dans le bureau de circonscription de la députée libérale de l'Acadie, Christine Saint-Pierre. Christine Saint-Pierre est née à Saint-Roch-des-Aunais, un petit village entre Saint-Jean-Port-Joli et Lapocatière. Ses amours l'ont menée à faire ses études universitaires à Moncton, avant de revenir à Montréal pour entrer à Radio-Canada alors qu'elle avait à peine 20 ans. On peut dire qu'elle a franchi tous les échelons. Recherchiste, reporter aux faits divers, au palais de justice, puis les collines parlementaires. Christine Saint-Pierre. Presque 20 ans Radio-Canada, c'est ça, hein? Tu dois bien la connaître. 60, plus que ça. Ça, je savais pas. En faisant ma recherche, j'ai rentré à Radio-Canada en 76. J'avais 2 ans. Puis elle a quitté en 2007, donc 31 ans à Radio-Canada. C'est fou, hein? C'est comme une carrière au complet. Non, l'idée que les gens maintenant ont 2 carrières ou 3, ben, c'est ça. Quelle carrière quand même! Imaginez être aux premières loges du 11 septembre à titre de correspondante à Washington. C'est lorsqu'elle est rentrée à Ottawa que je l'ai rencontrée pour la première fois. On était assises vraiment une à côté de l'autre, là, avec une petite allée entre les deux. Là. Donc, elle a été une chaleureuse collègue pendant près de 2 ans. C'est particulier parce que, tu sais, moi, j'ai grandi en écoutant Radio-Canada. Donc, j'ai grandi en la voyant couvrir le référendum, etc. Puis là, tout d'un coup, elle était ma collègue, là, tu sais. Donc, on avait une belle complicité. Christine Saint-Pierre a fait le saut en politique en 2007 aux côtés de Jean Charest. Tout de suite, elle a été nommée ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Le député était présent lors du gala des Jutras l'autre soir. Le député de Bordua aussi. Et ils ont vu les gens du milieu du cinéma féliciter le premier ministre du Québec pour tout l'effort qu'il fait dans le milieu du cinéma. Monsieur le Président, on sait que la ministre de la Culture obéit au patron. Mais soit. Et lors du retour au pouvoir des libéraux en 2014, Philippe Couillard l'a nommée ministre des Relations internationales et de la francophonie. Elle a aussi eu, par moments, le tour de se mettre les pieds dans les plats, comme lorsqu'elle avait utilisé un langage ordurier à l'endroit de Pauline Marois. J'ai entendu pas chier. Trop partisane ou passionnée? À vous de juger. Je vous présente Christine Saint-Pierre. À l'époque, en 2006, mon mari puis moi, on était dans des grandes réflexions. Là, est-ce qu'on a un enfant? Est-ce que t'as pas d'enfant? Puis ça me semblait impossible d'avoir une carrière et un enfant en même temps. À ce moment-là de ma vie, là, j'étais comme dans l'ascension là, de ma carrière. Puis je me rappelle qu'on était allés prendre un café les deux ensemble. Puis on avait une grande discussion là-dessus sur les choix qu'on fait. Puis je vais toujours me rappeler qu'elle m'avait dit à l'époque que elle avait fait ces choix-là, tu sais, de pas avoir d'enfant parce que elle allait être nommée sur la colline, de pas avoir d'enfant parce que il y avait un référendum qui s'en venait, il y avait une élection, elle est allée à Ottawa, nanana, puis après ça, il était trop tard, tu sais. Puis je me rappelle qu'elle m'avait dit, Emmanuel, faut pas tout sacrifier dans la vie pour une carrière parce que ta carrière est au sommet, mais tu sais, t'es en train de monter, puis tout ça, mais un jour, ta carrière, elle va retomber, elle représentera plus la même chose dans ta vie que maintenant, tu sais. Sacrifie pas tout pour ta carrière. Ça a vraiment joué, là, tu sais, dans la décision de mon mari puis moi de dire, OK, finalement, tu sais, tant pis, puis... donc, c'est comme toujours resté dans ma tête, tu sais, qu'une des femmes plus vieille que moi, qui a eu à abattre des barrières que ma génération n'a pas eu à abattre, là.
qui m'avait donné comme un des conseils les plus importants que j'ai eus dans ma carrière, finalement, tu sais. Christine Saint-Pierre, merci d'être avec nous pour vous prêter à l'exercice. Saint-Roch-des-Aunais, quand on est là-bas, auriez-vous imaginé, quand vous étiez petite, devenir correspondante parlementaire, reporter vedette, correspondante à Washington, ministre du gouvernement? Je savais même pas que ça existait. Oui, je suis née sur une ferme, dans un milieu très, 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 très modeste, et je suis allée à l'école de rang. On était 7 divisions dans la classe, on était 18, il y avait des souris partout. Puis je viens d'un milieu, c'est la base. Et mon père était très, 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 comment dirais-je, ambitieux. Et je pense que c'est un peu ça que j'ai retenu de lui, cette espèce d'ambition d'aller plus loin, puis d'avancer, puis de défoncer des portes. Parce que les gens vous imaginent comme étant tellement urbaine, tu sais, ministre à Montréal, correspondante, etc. On n'imagine pas que vous avez vécu cette vie des régions, de la terre, de la vie agricole qui fait partie du Québec, mais qui est souvent ignorée, hein? Oui, c'est vrai. Les gens nous perçoivent peut-être autrement, mais quand les gens, ceux qui me connaissent, savent vraiment d'où je viens. Je viens d'un père qui était aviculteur. Il élevait des volailles. Puis ma mère était arrivée dans sa vie. Elle arrivait de Plessisville. Puis elle est arrivée dans sa vie et elle a dû apprendre à vivre sur une ferme. Et on allait... moi, j'ai conduit le tracteur. À 9 ans, je conduisais le tracteur pour faire les foins. Mes cousins venaient. On faisait les foins. On amenait ça à l'étable, les vaches, les cochons, j'ai tout vécu ça, puis j'ai fait le jardin, j'allais à l'école à pied. On était une famille qui était vraiment une famille rurale. Mon père était très, très, très impliqué politiquement avec l'Union nationale. Ça a été un drame épouvantable lorsque les libéraux de Jean Lesage ont pris le pouvoir. Et dans ce temps-là, dans ma région, on faisait des feux chez l'adversaire. Qui perdait ses élections pour vraiment l'humilier bien comme il faut. Alors, mais comment ça, on allait faire un feu? On allait faire un feu avec des pneus devant la maison. Et quand Lesage a pris le pouvoir, je me souviens très bien, c'est une image que j'oublierai jamais de ma vie. On est devant la fenêtre de la maison chez nous. Mon père est en panique, il pense que la maison va prendre en feu. Il y a un feu immense devant la maison. Et c'est les rouges qui sont venus dire, ben là, c'est fini avec les bleus, puis maintenant c'est nous autres. Et là, ça pleurait. Puis écoute, ça a été un drame épouvantable. Mais ça m'a marqué parce que mes parents étaient tellement politisés. On parlait de politique. Mais c'était un militant de base, là. Tu sais, tu vas chercher la madame pour l'amener voter. Puis c'était vraiment un militant de base. Mais tellement là, en amour avec Maurice Duplessis parce qu'il disait c'est lui qui a amené l'électricité dans la campagne. C'est lui qui a fait en sorte l'électrification rurale. C'est à lui qu'on doit cela. Après ça, il a été très, très, très admirateur de Daniel Johnson. Père, puis c'était un homme très impliqué politiquement et la passion de la politique, elle me vient de là, c'est sûr, parce que mes parents en parlaient beaucoup, ça se chamaillait beaucoup dans les soirées, évidemment de jour de l'an avec des mononcles qui étaient pas aussi bleus que lui, il y avait quelques rouges dans la famille. Mais cette soirée-là a vraiment été pour moi un moment qui me montrait un peu, tu sais, qu'est-ce que c'est vraiment la politique. C'est un monde incroyable. Et par la suite, il y a des pères de famille, dont le cousin de mon père, qui avait une famille immense, qui avait comme 12 enfants, qui a perdu son travail. Il travaillait à la voirie. Et ça a été fini, là. Il n'y avait plus rien qui rentrait dans sa maison, là. Et c'était quelque chose, cette époque-là. Donc, j'ai vu que ça, j'ai commencé ma vie là-dedans, puis je pourrais en parler longtemps. Mais qu'est-ce que vous en gardez de cette vie-là? Qu'est-ce que de grandir en région, sur une ferme, quand on finit par avoir la carrière que vous avez eue, qu'est-ce qui reste de ça, vous pensez, à part l'amour de la politique? Bien, l'amour, évidemment, l'amour du Québec, l'amour de mes racines. Mes ancêtres ont fondé le village où je suis née. Je suis née à Saint-Roch-des-Aunais, comme vous l'avez dit. Mes ancêtres ont fondé le village. Mon ancêtre, Pierre Saint-Pierre, a fondé le village. Donc, pour moi, c'est
c'est toujours un peu injuste quand on parle de ma formation politique et donc on parle d'une formation qui est une formation déconnectée des régions. Déconnectée des régions. Moi, je suis fière francophone. Je viens d'une région. Je comprends ce que ça veut dire vivre en région très très bien. Puis ça me fait toujours de la peine, mais en même temps, je me dis bon ben c'est ça la politique. Qu'est-ce qui en reste? Ben c'est de savoir qu'on peut partir de très 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 loin, puis d'aller au bout de ses idées, de sa vision, de ses ambitions. Ça, c'est ce que ça me démontrait. Mes parents avaient pas été à l'école très longtemps. Mon père avait une 3e année. Ma mère avait une 9e année. Mon père avait été retiré de l'école. Il venait d'une famille de 10 enfants. Il avait 8 sœurs. Ma grand-mère était c'était une femme très forte. Et elle avait voulu que ses filles soient éduquées et elle avait 2 garçons. Mon père était l'aîné et mon père a dû s'occuper de la ferme parce que le grand-père s'était marié très âgé et mon père a dû prendre la ferme. Alors c'est mon père qui a été obligé de faire vivre la famille. Et ça, il était très malheureux de pas avoir eu l'occasion d'aller étudier, de pouvoir faire des études, devenir avocat ou quelque chose du genre. Et ça le rendait excessivement malheureux. Et mon père voulait que ses filles aillent loin dans la vie. Il savait pas trop qu'est-ce qu'il voulait il savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire, et après ça, il a fondé une entreprise. Et il était très malheureux de voir qu'il y avait pas une de ses filles qui voulait reprendre l'entreprise. Il y a eu que des filles. On est 5 filles chez nous. Il était un petit peu malheureux de pas avoir eu de garçon. Il y avait un harem à la maison. Oui. Puis il était très féministe avant le mot. Il connaissait pas le mot féministe, mais il voulait vraiment que ses filles aillent loin. Alors, ça, c'était important pour lui. Alors, pourquoi vous vous tournez vers les sciences sociales? Parce que j'ai eu une adolescence très difficile. En fait, j'aime la société en général. J'aime les mouvements de société. J'aime la façon dont les gens se comportent en général. Puis ça, j'aime ça. J'aime beaucoup. J'aimais aussi dans ce temps-là. J'avais travaillé comme serveuse à la Roche-à-Veillon. C'était une boîte à chansons Saint-Jean-Port-Joli. Alors, toute la culture québécoise, les boîtes à chansons, les débuts des boîtes à chansons, j'ai connu ça. Robert Charlebois venait chanter, René Martel, Jean-Pierre Ferland. Ils sont tous venus à la boîte à chansons. Puis moi, j'étais serveuse au restaurant en bas. Et ça venait vraiment me chercher, là. Mais j'étais pas très, très... Mais vous avez une adolescence difficile, vous dites? Oui. J'étais la 2e de la famille. Ma sœur aînée était vraiment très studieuse. Moi, j'étais moins studieuse. J'avais des difficultés. Aujourd'hui, on pourrait traiter ça, mais j'avais des difficultés de concentration. Alors, j'avais toujours le goût de regarder ailleurs, faire autre chose. Puis finalement, à un moment donné, j'ai décidé... puis mon cégep, j'étais une fille qui fêtait beaucoup au cégep, là. OK. Alors, mon cégep... Vous avez eu une époque plus dissolue. C'était pas très discipliné, mon affaire. Puis, j'étais tombée en amour avec un garçon qui s'en allait étudier au Nouveau-Brunswick. Alors, j'ai décidé d'un coup de tête que je m'en allais vivre à Moncton, au Nouveau-Brunswick, puis que j'allais étudier en sciences sociales à Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'est comme ça que j'ai quitté. Je pouvais plus vivre à Saint-Roch. Je voulais plus vivre dans ce milieu-là. Je voulais vivre autre chose. Et j'étais inscrite à l'université ici à Montréal, puis Montréal m'a paniqué totalement. Alors, j'ai décidé plutôt que de m'en aller vers l'ouest, de m'en aller vers l'est. Ça vous a paniqué, Montréal? Oui, je trouvais ça plus rassurant de m'en aller vers l'est avec mon amoureux. Puis là, c'est plus petit, Moncton, quand même. Oui, c'est plus petit. Puis vivre autre chose. Puis, mais j'ai eu tout un choc en arrivant là-bas parce que là, je quittais la maison, puis il faut que tu t'occupes de toi-même. Mes parents étaient découragés, puis étaient frustrés, puis avaient honte parce que je vivais en couple. Non marié. Alors, j'avais pas le droit au prêt et bourse, donc on vivait avec vraiment rien. Là, ça nous coûtait 30 $ à 2 par semaine pour se nourrir, puis ça incluait les cigarettes. Alors, c'est une autre époque. Gardez-vous des beaux souvenirs de Moncton? Puis des souvenirs incroyables. La mer, les gens, la volonté de vivre en français, le cœur des Acadiens. Puis c'est drôle, hein, aujourd'hui, ma circonscription. Je suis dans une circonscription qui s'appelle Acadie. C'est vraiment bizarre comme c'est le destin. des choses. Oui, c'est bizarre de destin.
Pourquoi donc se tourner vers le journalisme à l'époque? Ah, ça, c'est vraiment un pur hasard. Je terminais mes études à Moncton. Je suis venue à Montréal pour commencer ma maîtrise en démographie. Et là, mon amoureux d'époque était toujours à Moncton, puis j'y retournais pendant l'été pour aller vivre avec lui pendant l'été. Et je me suis cherché un travail à Radio-Canada. Je suis allée frapper à la porte de Radio-Canada, puis j'ai commencé comme recherchiste. Mais pas aux affaires publiques. J'ai commencé aux recherchistes à la Radio Générale. Et on a fait 2 ans. Et là, à la fin de l'été, ils m'ont demandé si je voulais continuer. Alors, j'ai poursuivi. Parce que je me disais, là, j'ai besoin d'avoir un petit peu de sous dans mes poches, puis de vivre un peu. Puis je me suis dit, je vais faire 1 an, puis après ça, je retournerai faire ma maîtrise. Évidemment, 30 ans plus tard, j'étais toujours à Radio-Canada. Et j'ai commencé comme ça, recherchiste. Puis après ça, on a déménagé à Québec. Et j'ai travaillé à Radio-Canada Québec au régional. Recherchiste encore. Et je suis rentrée dans la salle des nouvelles. À un moment donné, quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu t'en vas pas à la salle des nouvelles? Il me semble que tu pourrais être bonne là-dedans. Je me suis dit, ouais, c'est vrai, je pense que j'aimerais ça. Puis je suis rentrée comme surnuméraire à la salle des nouvelles à Québec. Puis on était en film dans ce temps-là. Ça vous donne une idée de mon âge. En film? Oui, j'ai commencé en film. On est allé rapidement vers la vidéo, mais c'est mes premiers reportages, c'était en film. Puis et j'ai adoré ça. C'est vraiment là, je savais que j'étais dans mon élément. Je savais que j'allais faire une carrière en journaliste. Je savais que j'allais faire. C'est ça que je voulais faire. J'avais vraiment, vraiment trouvé ma voie. Alors, qu'est-ce que vous aimiez de ce métier? Qu'est-ce qui vous a fait tomber en amour avec le journalisme? D'être au cœur de l'histoire, d'être là quand ça se passe, d'accompagner les événements, de les expliquer, d'essayer de les comprendre. Et d'être toujours sur l'adrénaline, parce que ce que t'aimes quand t'es journaliste aux nouvelles, les affaires publiques, c'est un petit peu plus mollo, tu prends plus le temps de réfléchir. Aux nouvelles, t'es vraiment dedans. T'es dans l'actualité, ça roule, ça va vite, c'est fun, puis l'adrénaline est au plancher, puis c'est une drogue là, incroyable. Puis après ça, j'ai voulu bifurquer pour vers la couverture politique. Alors là, on revient à ce qui s'est passé dans mon enfance. J'aimais la chose politique. Mon père avait été maire aussi, puis je trouvais que c'était intéressant. Et je me suis dit, là, je voudrais aller couvrir un autre secteur. Ça brasse là aussi, mais ça brasse différemment. Et c'est comme ça que j'ai continué. J'ai été affectée à Québec, j'ai été affectée à Ottawa. Puis après ça, et à Québec, vous avez couvert le référendum de 95? Oui. Oui, moi je suis arrivée à Québec en 92. Je remplaçais la journaliste Marthe Blouin pour un congé. Elle était partie en congé sabbatique 1 an. Et ensuite, je suis rentrée dans son poste en 93. Alors, j'ai vécu le départ de Mario Dumont de la Commission jeunesse. J'ai couvert tous ces événements-là. On avait couvert aussi toute la question de l'accord de Charlottetown. Et c'est dans cette foulée-là que Mario Dumont avait décidé de quitter le Parti libéral. J'ai couvert le départ de Monsieur Bourassa, le départ de la vie politique de Monsieur Bourassa. Sa maladie avait commencé. Il est mort plus tard. Il est mort en 97, si ma mémoire est bonne. Et en 94, l'élection du Parti québécois avec Monsieur Parizeau, l'élection, évidemment, la perte de pouvoir du Parti libéral qui a perdu, c'est-à-dire que le Parti libéral n'a pas perdu beaucoup en termes de pourcentage. C'était très serré, mais en termes de circonscription, ça a été un balayage péquiste. Là. Je pense qu'il y avait 77 circonscriptions, les péquistes, et ça a été vraiment... les libéraux ont mangé vraiment toute une taloche. Mais en termes de pourcentage, ils pouvaient se dire, on aurait fait une bonne campagne. Donc là, on arrive au référendum en 95, puis c'est quelque chose parce que Radio-Canada vient de créer RDI. Donc, on a non seulement à couvrir la scène politique, mais on a aussi à s'habituer à la nouvelle en direct, puis la nouvelle en continu. Et j'étais aux anges de couvrir un événement d'une telle ampleur. C'est très différent de la couverture d'une élection, parce que là, t'es pas en termes de, combien de circonscriptions on va gagner. C'est chaque vote compte vraiment.
Il y a Québec, il y a Ottawa. Il y a une rivalité entre les deux collines. Elles sont très différentes, hein, comme journalistes, ces deux collines-là. Il n'y a pas tant de journalistes qui font carrière vraiment sur les deux. Comment vous décririez le contraste entre les deux collines? Tout d'abord, la première chose, c'est qu'à Ottawa, c'est beaucoup plus gros. Et il y a des journalistes qui viennent de partout, au Canada. Et j'avais à Québec, il y avait une petite tendance. Et ça me déplaisait beaucoup, puis je pense que j'étais contente de quitter Québec. Une petite tendance à ce qu'on appelle du pack journalism. Les campagnes électorales, tu le sentais. C'est qu'à un moment donné, on essaie il va y avoir un journaliste qui va être un peu moins objectif que les autres, qui va essayer d'influencer l'idée des autres journalistes et pour amener la nouvelle, pour que tout le monde dise, en fait, elle a le même lead ou même la même nouvelle. Ça me fatiguait beaucoup. C'est encore comme ça? Je sais pas si c'est encore comme ça. Je peux pas le dire parce que je suis de l'autre côté, puis j'aimerais pas commencer. Je sais pas. Je veux pas commencer à dire ce que je pense de tribune parlementaire maintenant. Mais je pense que je vais donner un exemple. Je couvrais le Parti québécois, je couvrais M. Parizeau. Puis ça faisait quelques points de presse qu'on faisait, puis je levais la main pour avoir la question. Je pense que je suis la première à lever la main pour avoir la première question. Puis ça fait 2-3 fois que je remarque que l'attaché de presse, elle donne la question à d'autres personnes que moi. Alors, à un moment donné, parce que vois-tu, je pense que j'ai levé ma main avant les autres. Ça fait 2-3 fois que je remarque ça. Ah, m'a dit, c'est parce que tu viens pas me parler avant. J'étais tellement insultée. Fait que, bon, elle faisait peut-être sa job, mais elle allait comme chercher les premières questions là où elle voulait que ça aille. Comprends-tu? Oui. C'est peut-être de bonne guerre, là, de travailler comme ça, mais moi, je trouvais que c'était injuste parce que je me disais, moi, j'essaie de jouer les règles non écrites. Premier qui lève la main, c'est le premier qui a la question parce qu'on s'enlignait pas dans ce temps-là en arrière d'un micro. Non, c'est ça. Donner la main. On levait la main. Pour revenir à Ottawa et Québec, oui, c'est très différent, mais tu côtoies des journalistes anglophones, plus de journalistes anglophones qui ont des points de vue différents, qui voient l'actualité différemment, qui voient la chose par rapport au Canada. Toi, tu arrives du Québec, tu vois toujours les choses à partir de ta lunette québécoise. Là, tu regardes ça avec une autre, tu vois d'autres points de vue, tu réalises, même si je suivais beaucoup l'actualité pan-canadienne, t'es dans un autre bassin. C'est un peu plus, je dirais, le mot feutré, pas bon, mais je dirais que c'était un peu plus discipliné, je dirais, à Ottawa que ça l'était à Québec. Je peux valider. Donc, c'était comme ça à Ottawa. J'ai couvert à Ottawa aussi des beaux événements, mais l'événement le plus fort, c'est vraiment Québec avec le référendum. Puis après ça, juste comme vous êtes nommé à Washington, qui est quand même un grand rêve pour un journaliste d'être nommé à l'étranger. Ben, c'est la plus haute marche sur le podium. C'était la plus haute marche sur le podium dans ma tête. C'était, pour moi, ma carrière ne pouvait pas se terminer sans cette étape-là. Mais je savais qu'il y avait énormément de compétition, de concurrence et que je savais qu'il y avait d'autres journalistes qui c'est dur cette course pour ces postes-là, hein? Qui avaient l'espoir aussi de devenir correspondante. Moi, j'avais postulé pour le poste de Paris. C'était pas pour le poste de Washington que j'avais postulé. Le poste de Washington n'était pas ouvert. Et j'étais très confiante de l'avoir. C'était le sommet des Amériques à Québec. J'avais passé mon entrevue de sélection le vendredi et Guy Gendron venait pour couvrir le sommet des Amériques à Québec. Lui, il passait son entrevue de sélection le lundi. Et le lundi et jusqu'au lundi, j'avais on me disait pas que je l'avais, mais j'avais l'impression que j'étais pas mal bien enligné pour l'avoir. Puis là, Guy a fait son entrevue de sélection, puis Guy a remporté le poste de Paris. Je pense qu'il le méritait. Mm-hmm. C'est un grand journaliste, un excellent journaliste. Et là, on dit, on nomme Guy à Paris, est-ce que ça t'intéresserait d'aller à Washington?
J'ai dit, je pense que je m'étais pas vraiment préparée pour couvrir la politique américaine, même si, évidemment, je suis une journaliste, je lisais tout ça, mais c'était pas comme ça que j'étais pas concentrée là-dessus dans les derniers mois. Et là, j'ai dit oui, je vais y aller. Et je suis arrivée 2 semaines avant le 11 septembre. Hold on just a moment. We got an explosion inside. The building's exploding right now. You got people running up the street. Okay. I don't know how to tell you what's going on. Okay, just put Winston on pause there for just a moment. Ça a été toute une aventure. Quel souvenir t'en gardes de ça? Parce que c'est quand même un moment qui a marqué notre génération, je pense. De couvrir ça. Est-ce que ça a changé ta vision de la vie, de la politique, du monde? Bien, c'est-à-dire, ça a changé ma perception de... c'est-à-dire, tu pars du Québec, t'es allé couvrir à Ottawa, puis là, t'arrives t'arrives à Washington. C'est vraiment la plus grande puissance au monde. Là. Et là, il arrive à un événement de cette ampleur-là. Ça dépasse complètement. Tu te dis, je suis rendu sur vraiment une autre planète, moi, là. Puis il faut que je garde mon cadre. On est une toute petite équipe. On est 3. Il y a moi et Marie-Ève Biadard, puis Sylvain Richard. Et on est face à ça. Alors là, il faut que tu reviennes à ta base. C'est bon, on va prendre les choses 1 heure à la fois. Puis les premières heures à Washington, c'est tellement fou. C'est-à-dire, moi, ce matin-là, quand c'est arrivé, je venais tellement d'arriver à Washington que j'étais devant la compagnie de téléphone pour aller me faire pour aller m'enregistrer pour installer un téléphone chez moi. Et je reçois l'appel sur mon cellulaire pour me dire, bien, il vient de se passer quelque chose à New York. Vous partez tout de suite. Il y a une tour qui vient d'être pas attaquée parce qu'au départ, on pense que c'est un accident. Il y a une tour qui vient. Il y a un avion qui vient de rentrer dans une tour. Alors, faites la valise puis vous partez pour New York en avion. Là, je suis en train de faire ma valise. On dit non, parce que j'étais pas loin de chez moi. On dit non, vous allez partir en auto parce qu'il n'y a plus d'avions qui circulent, bien évidemment. Il y a une deuxième tour qui venait d'être frappée. Là, je vais rejoindre mon équipe à Washington, mais en m'en allant à Washington, moi j'habitais à Arlington, en m'en allant à Washington, là, le chauffeur de taxi est en train de complètement virer fou parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a un avion qui vient de tomber sur le Pentagone. Et là, évidemment, tu vas plus à New York. C'est sûr que tu s'en vas plus à New York, là. Puis, et j'arrive au bureau, puis quelques minutes plus tard, il y a un avion qui s'écrase en Pennsylvanie. C'est ça le décor. Puis les sirènes, là, c'est tout le temps, sans arrêt, partout. Puis dans la voiture taxi, je vois les camions d'urgence qui s'en vont vers le Pentagone. C'est ça, là. Alors, il faut vraiment, là. Puis Marie-Ève, c'est une fille qui est très, très calme, zen. Fait qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut. Puis d'aller en ondes avec, on sait rien. Puis, faut pas se le cacher. Notre source d'information, c'est pas la source, t'as pas de source particulière, évidemment, à la Maison-Blanche. Hein? Mm-hmm. Fait que t'écoutes CNN, puis t'essaies de glaner de l'information un peu partout qui sort sur les fils de presse, puis tu te concentres là-dessus, puis tu y vas minute par minute, puis heure par heure, essayer de voir, de sortir un peu, de sortir l'information la plus juste possible. Donc, t'es dans un contexte, les premières heures, et évidemment, tu travailles, puis t'es là-dedans, puis là, tu fais ce que t'as à faire. Mais tout ferme, là, à Washington. Les restaurants, tout le monde s'en va, la ville est évacuée, puis tu restes là. Tu continues à travailler. Je suis même pas capable, à 1h du matin, je suis pas capable de rentrer chez moi, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus rien. Alors, je me suis en allée à l'hôtel. J'avais fait ma valise pour aller à New York. Alors, je me suis en allée à un hôtel. C'est des belles années, Washington? Oui, très, très, très intense. Dans un autre, évidemment, j'étais dans un autre monde. C'est intense. Là. C'est un doctorat en soi. Là. Revenir au pays après ces affectations-là, là, c'est pas évident, hein? Non, revenir au pays, c'est... C'est comme le tabou des correspondants à l'étranger, mais
c'est difficile. C'est vraiment difficile. Tous les diplomates vont dire la même chose, puis c'est la même chose les correspondants à l'étranger. C'est que tu es dans un autre monde pendant 4 ans, tu vis des choses inimaginables, puis tu reviens ici, puis tu as l'impression que tu viens comme tu frappes un vide total. Et tu essaies de te refaire t'essaies de te motiver. Et là, moi j'étais maître à bord à Washington. C'est moi qui chauffais l'avion. J'étais mon pilote. C'est moi le pilote de l'avion, avec ma petite équipe. Là, tu reviens, puis il faut que tu t'intègres dans une équipe. Et ça a été une erreur de revenir à Ottawa. J'aurais pas dû revenir à Ottawa. J'aurais dû revenir dans un autre poste, dans autre chose, mais ça a été une erreur. Moi, avec la vie que j'ai eue, là, je me dis, faut pas revenir dans nos anciennes affaires. Faut avancer. Revenir dans nos anciennes affaires, c'est pas sain, c'est pas bon. Enfin, pour moi, pour ma personnalité, puis je pense que c'est comme ça pour plusieurs personnes. Revenir, c'est... Mon conjoint, lui, me disait, non, c'est pas mauvais de revenir parce que tu vas faire les choses meilleures. Tu vas être meilleur, tu vas les faire différemment. Mais ça n'a pas été mon cas. Le plafond de verre, il existe encore pour les femmes? Oui, puis non. Je peux pas dire que je l'ai vécu à Radio-Canada. J'ai vu des games, oui. J'ai vu des games, mais généralement, le plafond, tu sais, dans la société dans laquelle on est, le féminisme est sur toutes les lèvres, on en parle beaucoup, etc. Est-ce qu'en général, il existe encore ce plafond de verre, ce problème-là pour les femmes, l'accès à l'égalité? Il existe moins, mais il existe encore. Mais ce dont je suis très contente, c'est de réaliser que des femmes qui s'intéressaient pas publiquement à ces choses-là commencent à s'y intéresser. Et je m'explique. Quand j'étais ministre de la Condition féminine, j'étais ministre de la Condition féminine. J'étais responsable de l'égalité entre les hommes et les femmes, faire avancer les droits des femmes. Mais je déplorais le fait que les femmes qui étaient dans le milieu des affaires, les femmes en situation de pouvoir, ne s'impliquaient pas, à mon avis, suffisamment pour vraiment faire progresser l'ensemble de l'œuvre. C'était comme compartimenté. Tu sais, t'as les femmes victimes de violences, t'as les femmes victimes d'agressions sexuelles, t'as les femmes, t'as le salaire minimum, t'as l'équité salariale. Et je me disais, il faut que les femmes qui sont dans des situations de pouvoir, les femmes d'affaires s'investissent là-dedans. Et j'avais créé d'ailleurs un groupe de travail qui avait été coprésidé par Isabelle Hudon, qui est aujourd'hui ambassadrice du Canada à Paris. Puis je vois qu'elle vraiment continue sur cette lancée-là pour qu'on ait des recommandations, qu'on soit capable d'avancer aussi dans d'autres secteurs de la société. L'autre secteur aussi que je trouvais dommage, c'était les ghettos d'emploi. L'égalité entre les hommes et les femmes, pour moi, c'est pas un combat entre hommes-femmes, c'est l'intégration, c'est la collaboration des hommes et des femmes. T'as des ghettos d'emploi en éducation, puis t'as des ghettos d'emploi dans le monde de la construction, puis il faut, je pense que ces ghettos d'emploi-là soient, qu'on investisse davantage dans l'égalité homme-femme dans ces ghettos d'emploi-là. Le féminisme aujourd'hui, comment il se porte? Mais je pense qu'il se porte bien. Mais je pense qu'il faut pas lâcher. Puis il faut... mon image a toujours été celle du jardin. La mauvaise herbe, elle va toujours repousser. Et il faut cultiver ce jardin-là, puis il faut l'agrandir, notre jardin. Il faut que ce jardin-là, il continue à grandir, à évoluer, à s'améliorer, mais ça sera jamais terminé. C'est pas vrai qu'en 50 ans de féminisme, on a tout réglé, puis tu vas dans d'autres pays dans le monde, puis je l'ai vu dans mes fonctions aux relations internationales. Il y a des endroits dans le monde où le travail est vraiment à faire de façon faut quasiment retourner 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière. Là, il se porte bien, mais il y a encore de la place. Quand on voit les débats qu'il y a au Québec autour de la Fédération des femmes, la place des minorités, le débat sur l'égalité des femmes
et comment intégrer les minorités là-dedans. Ça, c'est un enjeu qui déchire le mouvement féminisme beaucoup. Est-ce qu'il risque de le discréditer? C'est tout le discours de la branche peut-être plus militante des féministes sur la gentilité des femmes, les minorités, etc. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Non, je me suis vraiment jamais posé la question. Non, à première vue, ça m'inquiète pas. Je pense qu'il faut être inclusif dans notre lutte. Moi, j'ai pas de difficulté quand une personne qui est transgenre veut faire valoir ses droits, qu'une personne qui est une minorité veuille faire valoir qu'elle a sa place aussi dans la société, qu'elle a sa place au soleil. Je pense qu'on devrait d'ailleurs se servir de ce qu'on a fait comme féminisme et dans le mouvement féministe pour les voir avant tout le monde, ces difficultés-là que ces personnes-là vivent. Moi, j'additionne. Je soustrais pas. Il faut pas soustraire. Faut additionner. On a fait en sorte que, quand j'étais aux relations internationales, de créer un poste d'émissaire aux droits humains. Et à un moment donné, j'ai eu des commentaires en disant, bon, il faut absolument que ce soit des LGBT qui soient là, ou ça devrait, si c'est une féministe qu'on nomme émissaire, ben cette féministe-là s'occupera pas. Non. On parle des droits humains, là. Puis, ça inclut tout le monde. On commencera pas à exclure des gens. Je me rappelle quand on était à Ottawa, sur la colline, on avait pris un café au Presse Café. On avait toute une discussion, je l'ai raconté à mon réalisateur. C'est l'époque où je savais pas si j'aurais des enfants ou j'en aurais pas, ma carrière. Puis, tu m'avais dit un conseil qui est toujours resté dans ma tête en disant, t'es jeune, t'as tout devant toi en ce moment. S'il te plaît, ne sacrifie pas tout pour ta carrière parce qu'un jour, tu vas le regretter, tu sais. Puis ça vaut pas la peine. Avez-vous fait des sacrifices que vous regrettez pour votre carrière? Je dirais que si... c'est drôle que tu dises ça parce que récemment, j'ai pris un lunch avec une jeune politicienne qui est vraiment rendue au moment de sa vie où l'horloge biologique est fait tic, tic, tic. Puis elle m'a dit à un moment donné, elle dit, as-tu un conseil à me donner? Elle fait vraiment une belle carrière. Puis c'est sûr que dans son esprit, elle voulait que je pense que la question elle a posée en se disant c'est un conseil politique, un conseil de femme politicienne qui a plus d'expérience que moi. J'en ai un à donner. Ne renonce pas à la maternité. Puis elle me dit j'ai dit, si tu vas le regretter toute ta vie. Fait que c'est ça. Vous l'avez regretté? C'est que je pouvais pas en avoir. Mais je pensais pas que tu m'embarquerais là-dessus. Mais j'aurais dû. Mais en même temps, aujourd'hui, je trouve que j'aime ce que j'ai fait, je regrette pas ce que j'ai fait. Mais j'aurais peut-être dû aller vers l'adoption. Mais est-ce que j'aurais été une bonne mère? Est-ce que, tu sais, on peut se poser plein de questions aujourd'hui. Si ma vie a été tracée comme ça, moi je crois beaucoup aussi au destin. Ah oui? Si ma vie a été tracée comme ça, c'est parce que c'était pas prévu, ma vie soit tracée, que c'était pas prévu que j'ai la maternité. Alors, je me dis, ça doit être ça. Il faut que évidemment, on se trouve toutes sortes de raisons pour trouver des côtés positifs, mais j'aurais dû peut-être être plus déterminée, de dire, à un moment donné, j'ai besoin de vivre ça, tu sais. Puis je l'ai pas fait. Fait qu'enfin, pour revenir à l'histoire du conseil jeune politicienne. Ouais, une jeune journaliste, mais c'est intéressant que je suis pas la seule qui se soit tournée vers toi pour parler de ça. C'est comme si... As-tu eu ce rôle-là dans la vie de plusieurs jeunes femmes? Parce que il y a comme un côté d'être une modèle, c'est une correspondante, une femme forte, puis après ça, qui fait de la politique. Puis, as-tu le sentiment d'avoir été un modèle pour plusieurs jeunes femmes? En fait, on me l'exprime pas, mais vraiment souvent. Mais la semaine dernière, j'ai rencontré deux femmes qui font un projet artistique
Puis il y en a une des deux qui m'a dit, j'ai étudié en journalisme, puis c'est grâce à vous. J'ai trouvé ça, j'ai dit, ah oui? Elle dit, oui. Elle dit, je vous écoute, je voyais à la télévision, puis je vous aimais beaucoup, puis elle dit, c'est comme ça que j'ai décidé d'être journaliste. Alors, mais ce que j'ai fait depuis, quand on est à Radio-Canada ou dans le métier dans lequel j'étais, j'avais pas de pouvoir sur l'embauche des personnes ou d'aider quelqu'un vraiment. Je peux toujours aider quelqu'un dans, tu sais. Je me souviens, on était côte à côte à Radio-Canada, puis là, tu faisais tes reportages, puis tu testais tes phrases, tu écrivais des reportages, tu testais tes phrases avec moi, puis je trouvais ça très drôle. Enfin, on trouvait ça très drôle, puis comment je vais faire mon plateau, puis je vais dire ça, puis... Alors, quand je suis devenue ministre, j'avais vraiment j'étais en position de pouvoir et j'avais la chance, et je le saisissais très bien, d'aider d'autres personnes. Et j'ai fait en sorte que les personnes autour de moi qui avaient le plus de talent, et là je le dis vraiment pour être bien interprété, pas les personnes parce qu'elles étaient des libérales ou des personnes qui étaient dans ma même formation politique que moi. Parce qu'elles avaient du talent, j'ai fait en sorte que ces personnes-là puissent progresser dans leur carrière. Et j'en ai aidé, j'en ai nommé, et dans des positions importantes. Et ça, pour moi, c'était très important. Les femmes, justement, on parlait tantôt du plafond de verre, il faut que tu tendes la main, puis que tu les amènes, puis que tu leur donnes la chance d'aller plus loin, puis tu leur rouvres la porte. Et ça, c'est important. Moi, il y a des hommes qui m'ont ouvert des portes, puis je me suis dit, si un jour je suis en position de le faire, je vais le faire. Et j'en ai vraiment aidé plusieurs, puis ça, je suis bien contente. Et je regrette pas de l'avoir fait. Même si parfois, certaines personnes m'ont déçue sur le plan personnel, je regrette pas de l'avoir fait. Quand on est journaliste, il y a un côté un peu contestataire à être journaliste. Tu sais, on challenge, on remet en question, on émet des doutes, on s'indigne, on dénonce. Comment on fait après ça pour rentrer dans un cadre partisan où il faut être solidaire, où il faut tenir la ligne de parti quand on n'est pas d'accord? C'est comme rentrer dans une camisole de force mentale, là, non? C'est-à-dire, c'est un cheminement, là, se lancer en politique. Je veux dire, moi, j'avais 31 ans de carrière en journaliste, puis j'avais l'impression que j'avais fait vraiment le tour du jardin, puis que ma carrière était finie à Radio-Canada. J'avais postulé pour être rédactrice en chef du téléjournal, puis on m'avait dit merci, non merci. Alors, je me disais, si je suis pas capable d'être rédactrice en chef du téléjournal après la carrière que j'ai faite de 31 ans à Radio-Canada, bien, j'ai plus de place ici. La porte s'est ouverte et il est arrivé un homme dans ma vie que je connaissais depuis plusieurs années, qui s'appelle Jean Charest, puis qui m'a dit, ben moi, j'aimerais ça t'avoir dans mon équipe. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, puis je l'admirais beaucoup, puis je le trouvais fougueux, puis je l'aimais, cet homme-là, puis il m'inspirait. Et j'ai décidé d'y aller. Ça a pris du temps avant que je me décide parce que, bon, c'était pas évident dans ma vie personnelle d'entrer en politique, mais à un moment donné, j'ai tracé la ligne. J'ai dit, je veux y aller, puis je vais y aller, puis il arrivera ce qui arrivera. J'ai plus rien à faire. Vous aviez plus peur? J'avais plus peur. En fait, c'est un saut de bungee pas mal, là, mais j'avais vraiment mis un trait sur Radio-Canada et je suis pas amère envers Radio-Canada. Ils ont pris les décisions qu'ils avaient à prendre dans les circonstances qui étaient celles qui étaient devant eux. Mais et moi, je me suis dit, quand je me suis lancée en politique, j'avais 54 ans. Je me suis dit 54 ans. Il est temps que je fasse autre chose. Puis il est temps aussi que j'accomplisse des choses. J'avais fait des choses à Radio-Canada comme journaliste. C'était informer, donner la meilleure information possible, la plus objective possible, la plus fouillée possible. Bon, tout ça. Mais qu'est-ce que concrètement, là, qu'est-ce qui reste, là? T'sais, il est où le reportage, là, qui va avoir changé le monde? Il n'y en a pas. Puis je me disais, ben là, il est temps que j'aille faire des choses. Et ça a été pour moi vraiment extraordinaire.
Jamais, il n'y a pas une journée que j'ai regretté. Ça a été difficile, j'ai mangé des claques à la gueule, j'ai pleuré. Mais c'est tellement un monde fascinant, fantastique. Et ça me désespère des fois d'entendre des femmes en politique dire c'est difficile, des sacrifices. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des sacrifices. Oui, on en mange des taloches. Mais les satisfactions sont inversement proportionnelles au désespoir. De quoi vous êtes si fière et contente? Ben moi, j'ai changé la Charte des droits et libertés du Québec pour y inclure l'égalité homme-femme. Ça s'était fait une fois, je pense, d'ouvrir la Charte des droits et libertés, puis dire ça va faire là. L'égalité entre les hommes et les femmes, on trouve même pas ça dans notre Charte des droits et libertés. On va le mettre dans le préambule de la Charte. Monsieur, madame, tout le monde va dire ça change rien dans ma vie. Mais moi, je suis très, très, très fière de cela. Je suis fière aussi d'avoir refait complètement la loi sur le patrimoine culturel. On avait une vieille loi qui datait des années 60. Ma prédécesseur Lynn Beauchamp avait commencé le travail avec un livre vert. J'ai fait des consultations, puis on a refait complètement la loi sur le patrimoine culturel. Bon, encore là, on va peut-être me dire que monsieur, madame, tout le monde, on va peut-être dire, ben moi, ça change rien dans ma vie ce matin. Mais sauf que ça change le Québec. Ça change une façon de protéger notre patrimoine, de protéger notre culture québécoise. Ça, c'est du concret. Et c'est ça que je recherchais. C'est de ça dont j'avais besoin. Puis, travailler avec un premier ministre comme Jean Charest, puis après Philippe Couillard, c'est des gens qui t'inspirent. C'est des gens qui te donnent beaucoup. Puis, tu dois leur redonner beaucoup. Vous êtes l'anti-cynique, vous? Oui, j'aime ça. Non, mais c'est tellement rare. Tu sais, les gens, ils sont tellement cyniques. Ben, vous? Il y a peut-être du monde qui les aide à l'être. Non, moi, je suis pas... Non. Dans tous les milieux... Il y a quand même eu plein de tempêtes dans les années où vous avez été au pouvoir, là. Je veux dire, le printemps érable, le scandale à la construction, la commission Charbonneau, les scandales. Puis vous êtes là, puis vous arrivez, vous souriez, vous êtes solidaire. C'est pas difficile à la longue. On est dans un gros bateau, puis on passe à travers la tempête. Puis M. Charest nous disait tout le temps, là, si tu t'en vas en politique pour rester bien coiffé puis sentir le Chanel numéro 5, oublie ça. Tu sentiras pas ça tout le temps. Puis c'est ça aussi. T'es dans un bateau. Puis le capitaine, il est en avant. T'as pas l'impression de mentir aux gens? Il l'écoute, il dit oui, j'ai confiance en mon premier ministre, ça va bien, il n'y a pas de scandale. Je veux dire, on les a, ben, il n'y a pas de scandale. On les a pris, les moyens, puis la commission Charbonneau a vraiment, sorti ce qu'il y avait à Montréal, là, tout ce qui se passait, là, c'est sorti. Je veux dire, il y a eu des gestes qui ont été posés. Mm-hmm. Puis, moi, j'ai la passion de ça, puis on était ensemble dans un bateau. Toute l'histoire, par exemple, des carrés rouges, là, je veux dire, t'es ensemble, là, tu rames ensemble, puis t'es dans une tempête, puis il faut y arriver. C'est ça que tu ressens, tu sais, c'est peut-être naïf, là. Donc, c'est pas faux, cette idée de faire semblant qu'on se tient les coudes dans ce... Tu fais pas semblant, tu te tiens les coudes. Tu te tiens ensemble. Tu y crois. Tu dis, on veut faire avancer le Québec. On est sur... Comment je dirais ça? Les journalistes font leur travail de sortir des histoires. Puis s'il y a quelqu'un qui a fait qui a mal fait, s'il y a quelqu'un qui a joué tout croche, ou qui a commis ces personnes-là, bien sûr, doivent être punis, doivent faire face à la musique. Mais il y a des gens qui sont en politique, puis il y a des gens qui veulent... pour les bonnes raisons, pour faire avancer, progresser le Québec. Moi, là, quand on me présentait le plan Nord, là, je veux dire, j'étais complètement en extase devant cette vision du Québec des 25 prochaines années. On va faire progresser, on va faire travailler du monde, on va enrichir. C'était ça qui me passionnait puis qui venait me chercher le plus. Mais, je veux dire, je peux pas non plus... Je peux pas dire aux gens, soyez pas cyniques, là, c'est bien important de pas être cynique. Les gens, s'ils veulent l'aide, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai pas à... Comment dirais-je? On veut travailler pour le Québec,
pour les Québécois. J'ai jamais connu, puis quels que soient là, les politiciens de tous les partis politiques, j'ai jamais connu un politicien ou un collègue qui va me dire, moi, là, à matin, là, je travaillerai pas pour le Québec, puis ils vont en manger toute une. Pas du tout. Tu prends des décisions difficiles, puis des fois, la décision, elle va pas dans le bon sens, puis il faut que tu redresses ton bateau, puis il faut que tu fasses face à la musique si ta décision va pas dans le bon sens. On vous a reproché des fois souvent, par moment, d'être trop partisane. Oui. Je suis très partisane. Et c'est vrai, peut-être que des fois, je devrais être un peu plus, mais c'est dans ma nature. Je peux pas faire autre chose. Je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement que de croire à ma formation politique. J'y crois parce que elle a 150 ans, puis parce qu'elle a fait des grandes choses pour le Québec, parce qu'elle a fait avancer la cause des femmes. Ma formation politique a fait avancer la culture québécoise. Quand j'étais ministre de la Culture, le nombre de personnes qui sont venues me dire, des artistes sont venus me dire, les libéraux, ils en ont fait beaucoup pour la culture. Les libéraux, ils ont fait vraiment beaucoup pour la culture, puis vous continuez à en faire beaucoup pour la culture. On n'était pas définis comme ça. On n'était vraiment pas définis comme ça. Tu sais, faut pas se laisser définir non plus par l'adversaire. Alors, j'y crois, moi, en cette formation politique-là. Bon, on a vu les résultats du 1er octobre. Évidemment, il faut aussi faire un grand examen de conscience. Mais moi, dans mon esprit à moi, ce bateau-là, il est en cale sèche, là, puis il va se faire rénover bien comme il faut, puis on va repartir, on va reprendre la mer. C'est sûr qu'on va reprendre la mer. Le bateau, il est trop fort. Il a besoin d'être restauré, il a besoin d'être... Qu'est-ce qu'il faut faire, justement? Dernière question. Dans votre esprit, ça passe par où, cet exercice-là? De reconstruction, de restauration du Parti libéral? Ça passe par les grands projets, ça passe par la grande fierté, ça passe, moi, là, me faire définir comme un parti d'anglais. Tu sais, quand j'étais jeune, les libéraux, on disait, les libéraux, c'est le parti des Anglais. Tu sais? Puis là, c'est rendu, pour essayer de nous définir, c'est le parti des minorités, c'est le parti des communautés culturelles. Moi, je trouve ça, d'abord, je trouve ça insultant. Puis aussi, c'est de faire comprendre la richesse du parti, la richesse du Québec dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes, avec toutes les personnes qui composent ce Québec-là. Et il faut qu'on ait, le prochain ou la prochaine chef doit vraiment avoir beaucoup de passion et que ça soit contagieux. Parce que les chefs qu'on a, M. Couillard, c'est un grand passionné, mais sa passion a peut-être pas été contagieuse. Mais il faut que ça soit contagieux. Il faut vraiment dire à quel point on a notre place dans le Canada, on a notre place dans l'univers, on a notre place dans le monde. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Puis, pour venir à la question de base, je suis trop partisane. Oui, parfois, ça me fait emporter et je m'emporte. Mais c'est dans ma nature, je suis faite comme ça. J'essaie de me calmer parfois, de me retenir, de choisir mes batailles. Dernière question, la défaite. Ça a été... d'abord, je l'attendais. Je m'attendais à cela. Je ne m'attendais pas à une défaite aussi brutale. Je m'attendais pas à ça. Mais je m'attendais à ce qu'on perde de pouvoir. Le mot usure était sur toutes les lèvres. L'usure. Bon, les gens, les Québécois ont choisi autre chose. Puis je pense que c'est la beauté de vivre dans un pays libre et démocratique. Tu vis dans la démocratie, il faut que tu acceptes la démocratie, puis il faut que tu acceptes le verdict. Bon, ceci étant dit, ce sont des grands concepts. Maintenant, la défaite, elle est difficile. Parce que, si je regarde dans moi, ce que je faisais, j'étais ministre des Relations internationales et de la francophonie, j'avais mon équipe, le ministère, j'avais fait avancer les choses, j'étais arrivée en 2014 avec des compressions, il y avait eu des compressions sous le gouvernement précédent, Madame Marois, j'arrive avec
une autre tranche de compression. Mon ministère diminue beaucoup. Et là, j'avais réussi en 4 ans à vraiment ramener des budgets, à rouvrir des chantiers extraordinaires, s'ouvrir sur l'Afrique. J'avais vraiment réussi à lancer mon ministère après ces difficiles années de compression. Et là, tu passes les plats à quelqu'un d'autre. les plats s'en vont à quelqu'un d'autre et le gros, les gens avec qui je travaillais, les gens du cabinet, tu sais, c'est ça le vide, là. Le téléphone sonne plus. Puis, c'est un gros vide. Mais là, on est dans mon bureau de comté, puis eux autres, ils sont là depuis 12 ans, puis ils m'aiment. Puis ma circonscription, les gens m'aiment. Puis et ça vient te nourrir. On réapprend la politique avec la défaite. Oui, puis c'est important de la vivre aussi. Il faut la vivre, puis il faut être capable de ressortir de ça quelque chose de positif. Et on va y arriver. Mais je dirais avant Noël, là, ça a été très 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 dur. C'est un vide, c'est un crash terrible. C'est vraiment tu te cherches, ton cerveau travaille plus parce que quand t'es ministre, t'es ministre, Monsieur Charest disait, vous êtes 24 heures par jour, 7 jours par semaine, puis il n'y a pas de vacances, puis tu penses tout le temps à ça. Tu penses à tes dossiers, puis tu sièges sur des comités. Je siégeais sur le comité ministériel, le comité du Conseil du Trésor. Je siégeais sur le comité ministériel du développement économique. Je siégeais au Conseil des ministres. Puis après ça, il y avait des comités ministériels qui se créaient selon des événements, par exemple les réfugiés. En plus, il faut que tu fasses ton travail de député. Puis il faut aussi que tu fasses tes tournées à l'international, puis t'ailles un peu partout dans le monde. Fait que ton cerveau est continuellement en train de travailler. Et là, du jour au lendemain, boum! Il se passe quoi ici, là? Et là, ben, tu sais, la nature a horreur du vide. Là. Ça a été le vide. Puis là, ben, j'étais en train d'écrire mes mémoires. Puis... oui? Ouais. J'ai commencé... j'ai perdu une sœur au mois d'avril l'année dernière. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé... Il pouvait pas venir... on a fait un petit événement, puis quelqu'un ne pouvait pas venir m'envoyer une lettre en me disant, ben, si ça te tente d'écrire tes mémoires, je pourrais t'aider. Puis, je me suis dit, personne, ça va intéresser personne. Ça fait une heure qu'on parle, en tout cas. Puis là, ben, j'ai dit, je vais... j'ai commencé, à un moment donné, puis ça a été vraiment fou, là. C'est étonnant comment ça se passe. Je sais pas si j'ai jamais écrit de livre de ma vie, alors je sais pas si ça se passe comme ça pour tout le monde. C'est qu'à un moment donné, là, je suis dans un état où je veux parler de tel moment de ma vie. Puis, j'écris là-dessus. Après ça, telle année, ou telle... Et là, je suis ça a l'air plus une courte pointe, mon affaire. Mais j'ai un fil conducteur, mais je suis pas nécessairement mon plan. Là, c'est comme une courte pointe. Alors, un jour, ça va peut-être être publié. On verra. Comme dirait l'autre. L'amour, c'est quoi? Ben, c'est l'amour. C'est ce dans votre vie? Ah, c'est très, 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 très important. Je veux dire, c'est mon conjoint, c'est mon quai, c'est mon port d'attache, c'est celui qui me dit les vraies affaires. Quand je fais une bêtise, il me le dit. Quand je fais une bonne affaire, il me le dit aussi. Mais c'est ton premier critique. Mais en même temps, quand ça va mal, puis ça va très mal, là, tu rentres chez vous, puis on te dit qu'on t'aime encore, alors qu'il n'y a plus personne qui t'aime, ben, ça fait du bien. Ça fait du bien. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Si t'as pas d'amour dans ta vie, je plains les gens qui ont pas d'amour dans leur vie. Ça doit être terrible. Ça doit être terrible. T'as besoin de ça pour te nourrir, pour penser les plaies. Parce que c'est sûr que c'est pas facile tous les jours. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laisser un commentaire
Oui, 5 étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook. Vous pouvez lire mes chroniques sur le site de TVA Nouvelles, encore écouter mes analyses, que ce soit à Mario Dumont, La Joute à LCN, au bulletin de 22h avec Sophie Thibault à TVA, ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime, La Joute, édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuelle Latraverse. Au montage, Anne-Sophie Carpentier. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Et c'est une production Cube Radio.